Ça fait 3 mois qu'il est désactivé, le con. Salut les chroniqueurs. Je suis de retour. La Rome antique, qu'on a pu appeler empire, dictature, royaume ou encore république à travers les âges, c'est l'empire qui est le fondateur de nombreux aspects dans notre société actuelle. En un millénaire, la grande Rome a prospéré. Elle s'est taillée un empire gigantesque, mais surtout durable, et qui a marqué à jamais l'histoire de sa culture, de la religion ou encore de sa vision de la société. Et aujourd'hui, on va vous montrer tout ça en vous présentant 5 dates essentielles dans l'histoire de la Grande Rome, dont les conséquences se font encore beaucoup ressentir de nos jours. Et c'est parti pour la première date. Retire ça. Retire ça. Bon d'accord. Allez, c'est parti. Et on commence avec une de ces dates les plus mystérieuses de la Rome antique, mais peut-être aussi l'une des plus glauques. Il n'y a pas beaucoup de sources disponibles, notamment sur ce qui concerne la royauté dans l'histoire romaine. Et les historiens ont encore beaucoup de mal à démêler le vrai du faux et débattent énormément sur beaucoup de points. Et notamment sur ce dont on va parler. Donc prenez tout ce que je veux dire au conditionnel parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et ce mythe du coup c'est quoi? Que la fondation de Rome serait due à un viol. Je vous ai dit que ce serait glauque en même temps. Tarquin le Superbe est roi de la cité de Rome depuis moins 534. Il appartient à la civilisation des Étrusques qui est voisine de Rome. Et la tradition nous a laissé une image de tyran, ce qui est assez fréquent pour les cités-états du bassin méditerranéen à l'époque. Sauf que ce n'est pas lui mais son fils qui va mettre le feu aux poudres. Et ce alors que son père est parti guerroyer à l'extérieur de la cité. Le fils de Tarquin le Superbe, Sextus Tarquin, est tombé sous le charme d'une fille qui s'appelle Lucrèce, ou Lucretia pour ceux qui font du latin. Mais cette femme, c'est la fille d'un aristocrate romain. Elle ne cède pas à ses avances, on va dire assez poussées, et du coup elle finit par se faire violer alors qu'il est invité à un banquet de famille chez elle par ses parents. C'est très glauque, je vous avais dit. Apprenant la nouvelle, le père et le mari de Lucrèce font le serment de la venger. Et pour cela, il faut chasser les Tarquins de Rome en profitant de l'absence du roi. Poplicola, le père de Lucrèce, mène une marche sur Rome qu'il finit par prendre. Sextus Tarquin est assassiné, son père forcé à l'exil et la République de Rome proclamée. Elle va affronter son ancien tyran pendant plus d'une décennie avant de le vaincre à la bataille du lac Régis. Bon, comme vous pouvez vous imaginer, cette histoire est sûrement assez éloignée des vrais faits sont réellement passés à l'époque. Et la question pour les historiens, c'est de savoir jusqu'à quel point on peut faire confiance à ce mythe. Surtout que Lucrèce se serait suicidée juste après avoir été violée par Sextus Tarquin pour ne pas vivre dans la honte. Moralité, tout ça c'est peut-être juste une histoire de grosse fake news, mais au moins on peut placer une date au début de la République romaine, dont on est à peu près sûr. Mais du coup la République romaine se serait fondée sur un viol commis par un mec contre une fille qui ne cédait pas à ses avances et qui l'a dénoncé après pour finalement se suicider. C'est une grosse ambiance cet épisode, hein. J'espère que t'as quelque chose, Mickaël, parce que... Ah, ça craint, là. Vraiment, ça craint. Moins 146. Mais on a déjà parlé de ces dates-là, non? Ben oui, il s'agit bien de la destruction de la ville de Carthage, ça, je reconnais ça. Mais ne vous en faites pas, c'est une année aussi charnière pour la Grèce, avec des soulèvements populaires et la destruction de la ville de Corinthe. Ouais! En moins 149, la République romaine est au mieux de sa forme militaire et décide de mettre un terme à la puissance punique en lançant la troisième guerre punique contre Carthage. Après 3 longues années de siège terribles et intenses, la péninsule devient un protectorat et la cité qui aura tant de fois mis en échec l'Empire romain sera cette fois-ci détruite. Bon, ça on en avait déjà parlé dans notre trilogie sur les guerres puniques. Tu peux cliquer sur la petite fiche pour savoir de quoi il retourne. Mais durant ce temps-là, Rome progressait au sud des Balkans, provoquant des révoltes des populations grecques contre l'hégémonie romaine dans la région entre moins 149 et moins 146 justement. Corinthe est détruite en représailles en moins 146 et toute la péninsule grecque devient un protectorat romain. Rome finit donc par terrasser en une année 2 puissances historiques qui ont façonné depuis des siècles les sociétés méditerranéennes, faisant de cette année moins 146 une date majeure de l'histoire romaine, marquée par l'anéantissement de 2 cités et l'anéantissement de 2 civilisations. Je fais vraiment un métier de merde, moi. Cela fait plus de 60 ans que la République romaine est en pleine guerre civile, entre révoltes d'esclaves, entre révoltes d'aristocrates qui s'affrontent dans des guerres d'influence. La République fait face à de nombreux défis sur... Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi ils sont si méchants? Mais
En moins 31, la guerre civile se termine suite à la bataille d'Actium remportée par Octave Auguste, futur Auguste plutôt. Mais déjà un peu de contexte. En moins 49, César a déjà fini la guerre des Gaules et rentre auréolé de gloire. Mais il doit faire face à son ancien allié du triumvirat, à savoir Pompée, qui est soutenu par le Sénat romain. Ça parce que César était accusé de vouloir prendre trop d'influence sur la République. Ce qui n'était pas complètement faux au final. Bref, il va se passer plein de péripéties et les deux hommes vont s'affronter en Grèce à la bataille de Pharsale en moins 48. Comme vous vous en doutez, Pompée meurt, il s'enfuit et il va être tué en Égypte, sa tête ramenée à César. Le nouveau chef de Rome, c'est désormais César qui est élu dictateur. Puis dictateur à vie. Mais la même année, puisque les sénateurs sont pas trop pour l'idée d'un retour à la monarchie, ils décident de l'assassiner au fameux Ide de Mars. Mais après, les combats continuent entre les partisans de César et les assassins de César qui vont être vaincus. Puis les deux derniers en liste sont Marc-Antoine le général et Octave l'héritier de César. La bataille finale a lieu en moins 31, Octave affrontant Marc-Antoine au comptoir d'Actium. Marc-Antoine aidé de la fameuse Cléopâtre au passage. Vaincus, les deux s'enfuient en Égypte et se suicident tous les deux. La ville d'Alexandrie est prise en moins 30 par les partisans d'Octave et avec elle toute l'Égypte. Et en moins 27, ça y est, Octave devient enfin Octave Auguste, premier empereur des Romains. Première tête au-dessus du Sénat, il inaugure avec lui une nouvelle période de l'histoire romaine que l'on a appelée le Consulat ou encore l'Empire romain. Tiens, prends la prochaine date, voilà. Je vais aller prendre un antidépresseur pour finir l'épisode. Bon courage. Constantin, en 1313, vient de mettre fin au système de la tétrarchie. Un système qui partageait l'Empire en 4. En gros, c'était 4 colloques pour un empire. La bataille du pont Milvius, l'année dernière, lui a permis définitivement d'imposer son autorité, qui ne fait maintenant face qu'à Linnæus, l'autre empereur qui mettra une dizaine d'années à se soumettre. Grand empereur, Constantin Ier est celui qui a fondé Constantinople, qui par la suite va devenir la seconde capitale de l'Empire romain, qui deviendra la capitale de l'Empire byzantin lorsque l'Empire romain d'Occident se fera attaquer par les barbares. Cependant, cette date de 1313 marque le début d'une ère, celle d'une toute petite religion à l'époque. Et je suis pas sûr que vous la connaissez, le christianisme, Attends, c'est quoi déjà? L'islam, le judaïsme. Non, l'autre encore. Le shintoïsme. Mais non, l'autre, le truc avec le mec sur un... Non, le mec c'est sur un bout de bois, il est... Tu sais, avec votre... Le christianisme, c'est ça, le christianisme. Qui a été fondé il y a maintenant 2 siècles et qui a de plus en plus de persécutions de la part des juifs et des polythéistes romains. En gros, ça représente à peu près tout l'Empire qui veut leur tête. Les chrétiens à l'époque ne sont qu'une petite minorité. Ils sont répartis un peu partout dans l'Empire, mais ils vont prendre d'importance d'année en année, et surtout en Orient et dans les cités. Sauf que le christianisme aussi va se répandre dans la haute sphère, l'aristocratie. D'ailleurs, la mère de Constantin elle-même s'est convertie au christianisme. Constantin lui-même, selon certaines rumeurs, on va de « il s'est converti à son lit de mort » à il a toujours été chrétien, donc ça pose pas mal de problèmes. Et la question se pose de s'est-il converti ou non? Et surtout, est-ce que c'est par conversion ou par calcul politique? Pour éviter les problèmes sociétaux ou alors pour changer carrément la structure de l'Empire romain? Les débats entre historiens sont ouverts. Mais cette date de 1313 fait basculer l'Europe dans une nouvelle ère qui commence à prendre forme lentement à partir de 1313. Et oui, c'est l'époque chrétienne qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Y a pas un fondu au noix là normalement? Ah, j'ai compris. Quoi? En fait, je crois que c'est le terme ère chrétienne qui va poser problème parce que après tu comprends chrétienté de ça, les religions ça déconne un peu. En plus aujourd'hui, je suis pas sûr que c'est une bonne idée de dire que ça se prolonge, tu vois. Non mais on s'en fout, c'est une vérité historique, la preuve, regarde, il y a plein d'églises autour de nous, il y en a une derrière nous, non, on s'en fout des rageux. Mais voilà. Du coup, on fait quoi des gens qui disent que... Bon. On supprime les commentaires. Oui, comme d'habitude. Allez, suivant. En 395, l'Empire romain est séparé en deux, à savoir l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. En pleine décadence pour de nombreuses raisons qu'on ne va pas aborder ici, l'Empire romain fait aussi également face à des migrations que l'on a appelées les invasions barbares, qui sont pas tellement des invasions en fait. Ces peuples barbares fuient en fait l'avancée d'une autre peuplade appelée les Huns. Je t'interdis de faire une blague. Durant le 5e siècle, l'empereur perd petit à petit de son influence et de son pouvoir face aux nombreux rois barbares, qui suite aux migrations et à la décadence de l'Empire vont se tailler des royaumes de plus en plus indépendants un petit peu partout dans l'Empire. Mais le sort de l'Empire n'est de loin pas encore joué, et ça à cause d'un homme, Attila. C'est le souverain des Huns à l'époque.
Et je suppose que vous avez tous en tête l'image du barbare sanguinaire, violent, etc. Sachant qu'à l'Est, il y en a beaucoup qui le voient plutôt comme un héros fondateur. Mais bref, les Huns, sous le contrôle d'Attila, contrôlent une grande partie de l'Europe orientale et de l'Europe centrale qui va nous intéresser ici. Les Huns vont d'abord lancer de nombreux raids sur l'Empire romain d'Orient qui doit payer des tribus pour qu'ils s'en aillent enfin. Mais comme les tribus, ça ne concerne que l'Empire romain d'Orient, ils vont s'attaquer ensuite aux Occidentaux qui vont prendre beaucoup plus cher à cause de ça. Tout simplement car à l'époque, l'Empire romain d'Occident n'était pas du tout préparé à se prendre une telle armée dans la face. Le but principal, c'est de faire des pillages, mais on va dire que la quête secondaire, pour faire un parallèle, c'était quand même d'annexer. Forcément, si t'as pas de résistance et que tu peux t'installer, tu le fais. Et après la destruction de nombreuses villes sur leur route, comme Metz par exemple, aidés de nombreux barbares, tant qu'on peut inviter les copains, j'ai envie de dire pourquoi ce JD, ils vont faire face aux Romains qui eux aussi ont ramené d'autres barbares combattre avec eux. Et c'est une gigantesque armée de barbares et de quelques Romains qui vont faire face à d'autres barbares et surtout beaucoup de Huns. Cette bataille, la bataille des champs cataloniques, est une victoire pour les forces coalisées roméno-barbares. Et cette défaite signe la fin d'Attila qui meurt 2 ans après, en saignant du nez. Ne rigole pas s'il te plaît. Suite sûrement à une bonne soirée bien arrosée, et qui du coup l'aurait étouffé. Ouais, c'est ridicule, putain. Cette défaite signe sûrement la fin d'Attila qui va mourir 2 ans plus tard dans le nord de l'Italie. Oui, parce que contrairement à ce qu'on croit, il avait continué ses pillages. C'est pas parce qu'il s'était pris une claque qu'il allait s'arrêter comme ça. S'il avait gagné au champ catalonique, Attila aurait sûrement changé le destin du monde, de l'Empire romain, mais aussi de tout ce qui suit derrière. Et ce, en écrasant quelques années plus tôt l'Empire romain d'Occident, mais surtout en éliminant tous les royaumes barbares qu'il y avait sur sa route. Imaginez les conséquences que ça aurait eu sur l'histoire du monde. Tout ce que l'on connaît du médiéval aurait été bouleversé à jamais. Mais peu importe, cette victoire signe le barreau d'honneur de l'Empire romain. Et l'Empire romain d'Occident s'effondre 25 ans plus tard, lorsque le dernier empereur est déposé par Odoacre, à savoir Romulus Augustulus. Laissant derrière lui un empire romain d'Orient qui va perdurer encore pendant un bon millénaire. Et c'est l'acte final d'une monarchie république-empire qui a duré plus d'1 millénaire, qui a forgé une civilisation européenne qui s'est propagée à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui, et à laquelle finalement aujourd'hui nous faisons tous un peu partie. Et si on vient pas d'Europe, en fait, on fait quoi? Mais mon outro était belle et les... Oui, mais... Oh, fais la conclusion, tu m'as gonflé. C'est la fin de cet épisode consacré à la Rome antique. On espère que le sujet vous aura plu. Tu peux laisser un pouce bleu, tu peux également laisser un commentaire, et partager la vidéo si elle t'a plu. Et surtout, n'oublie pas d'activer cette cloche, cette putain de cloche de merde qu'il faut activer. Parce qu'avant tout, nous on est indépendants et qu'on veut le bon... Moins de violence, plus de brutalité, reparti. Histoire par passion, YouTube pour métier. Habillé. A bientôt pour de prochaines chroniques historiques.